J'ai commencé cette année dans la maladie, je la termine dans la maladie, alors j'avais très envie de ne pas venir là. Et puis je me suis dit, c'est pas possible parce que je n'aurais pas d'autres semaines pour m'excuser de ne pas être venu. Alors c'est par une espèce de réflexe de politesse que je suis venu. Donc aujourd'hui je vais faire des choses très douces parce que je veux dire très lentes et puis pas beaucoup. Et puis après je partirai sur Marcy. Et tout ça je suis sûr que c'est parce que j'ai fait un cours sur Pascal que je ne voulais pas faire et que je reculais de faire. Et je me suis dit mais si, c'est un coup ça. C'est un coup ciel. Alors, voilà. Je dis finalement, qu'est-ce qu'on a fait cette année? Eh bien, c'était d'accord depuis le début. C'était, sous un certain aspect, une espèce de reprise de l'année d'avant. Bon. Mais la nécessité de cette reprise, j'avais essayé de l'expliquer. Et là, ce que je voudrais faire dans cette dernière séance, c'est uniquement me consacrer à un certain nombre de schémas bergsoniens, dont les uns nous ont servi au début, et dont les autres, à savoir 3 autres, sont nouveaux, et viendraient relancer le problème là où nous en sommes. Donc, il s'agirait en tout d'un certain nombre, aujourd'hui, d'un certain nombre de schémas bergsoniens. Du point de vue, évidemment, de la question, qu'est-ce qu'il y a de bon pour nous là-dedans? Les autres points de vue, nous sommes prudents et nous n'en parlerons pas. Eh bien, ce qu'on a fait assez vite, ça j'étais rudement content, c'était une classification beaucoup plus riche que l'année dernière des images et des signes. Et ça a été tout le début de cette année. Et je dis qu'elle me paraît maintenant beaucoup plus complète, plus satisfaisante pour moi. Et elle partait d'un principe très simple. Je ne vais pas la recommencer. On partait d'un plan qu'on appelait le plan des images mouvements ou des images lumière. Sur ce plan, on assignait des centres d'indétermination. Ces centres d'indétermination étaient à proprement parler définis par un écart, d'où je mets 2 petits points. Voilà. Le plan des images mouvements, des images lumière, rapporté au centre d'indétermination, donnait 3 types d'images, puisque le centre d'indétermination avait 3 aspects. Une image perception, je ne viens pas là-dessus. Une image action, la perception exprimant ce que le centre d'indétermination retenait du monde des images mouvements agissant sur lui, des images actions indiquant comment le centre d'indétermination réagissait aux images exerçant sur lui leur influence. Et puis entre les deux, puisqu'il s'agissait d'un écart entre la perception et l'action, c'était même ça qui définissait le centre d'indétermination. Entre les deux, quelque chose dont je disais, attention, ça vient occuper, c'était des mots tout ça, ça vient occuper l'écart et pourtant ça ne le remplit pas. Et c'était les images affections. Si vous vous rappelez,
nous sommes uniquement contentés de ça. Et pendant longtemps, on a construit notre tableau des images et des signes en fonction de ce premier schéma. Alors, notre tableau des images et des signes, je ne le recommence pas, mais il nous donnait ici l'image matière qui est mouvement ou lumière. Il nous donnait là image perception, image affection, image action, etc. Et les signes correspondants dans chaque tâche. Et du point de vue de la composition de toutes ces images, il nous donnait une image indirecte du temps, et du point de vue de la genèse de toutes ces images, il nous donnait une ou des figures indirectes de la pensée. Ça formait donc un gros bloc. Pourquoi ne pas arrêter là? Parce que on a toujours considéré que l'image matière était un type de coupe très particulier. C'était une perspective, c'était une coupe mobile ou une perspective temporelle. Ou si vous préférez, c'était une modulation. Et en effet, une image mouvement, une image cinématographique, c'est de la modulation. Par opposition à une photo, qui, si artiste qu'elle soit, est du type beaucoup plus, est du type d'un moule. Modulation, coupe mobile, perspective temporelle. Ce plan des images mouvement n'était que ça. Et s'il nous donnait une image du temps, c'était une image indirecte du temps. Et s'il nous donnait des figures de la pensée, c'était des figures indirectes de la pensée, puisque toujours construites ou inférées à partir des images mouvements. Et tout cela correspond finalement au premier chapitre de Matière et Mémoire, que maintenant vous avez eu toute l'année pour lire. Et vous vous rappelez que dans ce premier chapitre de Matière et Mémoire, ce n'est pas aussi clair que je ne le fais, parce que l'affaire de Bergson, évidemment, était autre que... Mais on pourrait dire que ce premier chapitre consiste à distinguer trois sens de la subjectivité conçue comme centre d'indétermination. Si je définis un sujet comme un centre d'indétermination dans un monde d'images-mouvements, donc recevant l'influence d'images-mouvements et réagissant en image-action, je dis que le premier chapitre de Matière et Mémoire nous montre trois aspects de la subjectivité. Un aspect perception, un aspect action, un aspect affection. Mais vous remarquerez que, comme on dit, et c'est ça qui fait tellement ma joie, notre joie à tous, j'espère, que ce premier chapitre de Matière et Mémoire, à ma connaissance, il n'y a pas eu au monde un texte plus matérialiste. Et qu'il est bon qu'un auteur était si réputé pour son spiritualisme pur, lâche en premier chapitre d'un livre qui est son chef-d'œuvre, lâche en premier chapitre un manifeste matérialiste comme on n'en a jamais vu. On n'en a jamais vu, même chez les matérialistes les plus... C'est encore une fois pour lui.
Il n'y a aucun problème. Aussi bien la perception que l'action, que l'affection, qu'est-ce que ça réclame? Un écart entre une excitation reçue et un mouvement exécuté. Et qu'est-ce que cet écart? Il le dit, cet écart, c'est le cerveau. On ne peut pas être plus matérialiste. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a autre chose qu'un premier chapitre? C'est qu'on va apprendre qu'il y a un quatrième aspect de la subjectivité, conçu comme centre d'indétermination. Et voilà. On va apprendre que ce quatrième aspect n'est assurément compréhensible que suivant une autre dimension que celle du plan de l'image-mouvement. Et que pourtant ça ne se voit pas tout de suite. C'est que, en effet, si je me donne toujours mon centre d'indétermination, c'est-à-dire l'existence d'écarts entre des perceptions, entre des actions subies et des réactions exécutées, écart entre excitation et réponse, je disais bien, l'affection, d'une certaine manière, elle vient occuper cet écart, mais elle ne le remplit pas. Et en revanche, il y a quelque chose qui vient remplir cet écart. Entre une perception, c'est-à-dire une excitation reçue par le centre d'indétermination sur une de ses faces, et un mouvement exécuté en réponse par le centre d'indétermination sous une autre de ses faces, il y a un écart. C'est ça, et c'est cet écart qui mesure la nouveauté de l'action exécutée par rapport à l'excitation reçue. C'est parce que d'une certaine manière, j'ai le temps. Au contraire, une chose, il y a enchaînement immédiat entre les actions reçues et les réactions exécutées. Par exemple, je donne un coup de pied à la chaise. Si je suis très en forme, la chaise bouge. Je réagis immédiatement. Vous me direz, il y a dans la matière des mécanismes qui sont précisément des mécanismes de réaction à retardement. Ça ne change rien, puisque cela ne peut se faire que par des enchaînements qui, eux, fonctionnent immédiatement. Ou bien, alors, c'est du type imitation de mécanismes cérébraux. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui vient? Quelque chose vient remplir l'écart. La réponse célèbre de Bergson, c'est qu'en effet, nous avons des souvenirs. Et que tout ce qu'on a dit précédemment sur perception, action, affection, ne rendait absolument pas compte de cette nouvelle dimension. Nous avons des souvenirs. Et ces souvenirs, nous en faisons l'expérience, au moins la plus courante, sous la forme de ce que Bergson appelle lui-même. Je vous rappelle que image-mouvement avec un petit trait d'union, ce n'était pas dans Bergson. La chose y était, mais pas le petit trait d'union. Il n'y avait pas de quoi s'en vanter, ce n'était pas une invention considérable. En revanche, ce qui est en toutes lettres chez Bergson, c'est l'expression bizarre, image-souvenir avec un trait d'union. Nous avons, nous, centres d'indétermination, nous n'avons pas seulement des perceptions, des actions et des affections,
ou si vous préférez, des images-perceptions, des images-actions et des images-affections, nous ne sommes pas seulement définis par ces trois types d'images qui expriment l'action sur nous des images-mouvements, ou qui expriment ce en quoi nous sommes sur le plan des images-mouvements. Nous avons aussi des images-souvenirs. Et ces images-souvenirs, bien sûr, si nous les avons, c'est qu'elles nous servent à quelque chose. À quoi elles nous servent? Eh bien, à compenser notre supériorité-infériorité. Notre supériorité sur les choses, c'est que nos actions ne s'enchaînent pas immédiatement avec les réactions, avec les excitations reçues. D'une certaine manière, c'est ce que lui appelle avoir le choix. Nous avons un certain temps pour réagir. Ou alors, si nous n'avons pas ce temps, c'est la panique, c'est l'image-affection. Mais normalement, nous avons un certain temps. Nous voyons le lion un peu avant qu'il nous attaque. Alors, ça, c'est notre supériorité. Mais il y a aussi bien un aspect infériorité, à savoir, mon action, elle ne dispose plus de la facilité d'être une simple conséquence compte tenu de ma nature, d'être une simple conséquence compte tenu de ma nature, de l'excitation reçue. Elle n'est plus déterminée, elle n'a plus de voie de détermination. Je suis en situation de choisir, d'accord? Un lion s'approche. Enfin, s'il ne s'approche pas trop près, je choisis. Vais-je rester et faire le mort? Je choisis même pas dans la solution héroïque de Tarzan. Mais je choisis de rester ou de faire le mort, ou bien je choisis de partir sur la pointe des pieds, ou bien de partir en courant. J'ai le choix. Remarquez, si je suis un poulet, je n'ai pas le choix. Déjà, il n'a pas assez de cerveau, hein. Il n'y a pas assez d'écart. Un poulet, rien n'empêchera d'être poulet, c'est à dire. Bon, c'est bien ça. Mais nous qui ne sommes pas des poules, qu'est-ce qu'il va faire? Que l'un va faire le mort, l'autre va s'approcher du lion. Par exemple, en lui chantant une berceuse, pieuse de préférence. Je dis tout de suite, celui qui lui chante une berceuse pieuse, il se rappelle quelque chose, il se rappelle les martyrs. Il se dit, ça va peut-être marcher. Et puis, celui qui fait le mort, il se rappelle à travers les âges, ou bien il se rappelle un tout autre souvenir. Par exemple, moi je ferai le mort, je crois. À moins que je sois inspiré par Pascal à nouveau. Mais ça tournerait mal à nouveau. Alors, je me rappelle que tout le monde a vu ça, un canard qui s'est fait attaquer par des vaches une fois, dans une prairie. Et les vaches se sont mises dans cette position tellement magistrale qui remonte à leur époque héroïque et qu'on voit parfois dans les prairies lorsqu'un chat notamment traverse une prairie. Elles se sont mises en cercle et puis elles coincent très vite, les vaches nettes. Et puis je ne sais pas pourquoi ce canard ne leur plaisait pas. Et elles ont foncé. Hein. Le canard, il a fait le mort. Souvent les animaux ont ce comportement-là de faire le mort. Et par la vie, c'est pas que l'autre les croit morts, à mon avis, la vache les croit pas morts. Mais c'est, je sais pas, c'est le... Alors elles ont joué un peu comme au ballon avec le canard, et puis elles lui ont foutu la tête. S'il avait couru, elle l'écrasait. Alors bon, je me rappelle ça, tout ça.
Oh, vous allez beau avoir très peur, c'est-à-dire l'affection, l'image affection, là, dans ce cas-là, c'est la peur. Mais c'est là que je dis, ça remplit l'écart cérébral, cette peur qui vous monte sur le cerveau. Mais ça l'occupe pas, non, zut, ça l'occupe, mais ça ne le remplit pas. Ce qui le remplit, c'est quoi? C'est des images souvenirs. Ou c'est des souvenirs qui viennent plutôt, alors parlons plus précisément, et ça va justifier le petit tiret de Bergson, image souvenir, ce sont des souvenirs qui, en fonction de la situation présente, viennent s'actualiser en images. Ce sont donc des images souvenirs qui vont guider la meilleure action à choisir en fonction de l'excitation reçue. D'accord? La question de Bergson est simple. Bon, d'abord, comment représenter? Eh bien, selon lui, vous me direz, qu'est-ce qui prouve que l'image souvenir, on ne peut pas en rendre compte en restant sur le plan des images mouvements. Pourquoi est-ce que l'image souvenir, ce ne serait pas une quatrième sorte d'image mouvement? Peut-être, il faudrait voir. Je dis peut-être, on ne peut pas le savoir encore, parce que pour savoir si l'image souvenir peut être traitée comme une quatrième sorte d'image mouvement, il faudrait déjà avoir posé et su répondre à la question d'où ça vient. D'où ça vient les images souvenirs? Car au moins précédemment on avait montré d'où venaient les images perception, d'où venaient les images action, d'où venaient les images affection. Si l'on se donnait l'écart, c'est-à-dire si l'on se donnait les centres de détermination. Et de ce point de vue, on avait bien l'impression que rien d'autre ne pouvait venir. Mais c'était qu'une impression. N'empêche que si nous figurons notre impression, qui est à justifier, nous dirons, eh bien voilà. Il faut ajouter à notre plan de l'image mouvement une espèce de poids. Pourquoi un cône? Parce qu'il faut qu'il ait une pointe qui coïncide avec son insertion. Il faut qu'il ait une pointe qui coïncide avec son insertion sur le plan de l'image mouvement. Il doit culminer en S, S désignant le centre d'indétermination. Et pourquoi ça s'évase comme ça? C'est l'ensemble de toutes les images souvenirs. Je parle pas d'images souvenirs, hein. C'est l'ensemble de toutes les images souvenirs qui forment cette figure conique. Pourquoi? Suivant que je les considère plus ou moins près, de leur insertion, c'est-à-dire, suivant que je les considère plus ou moins près, proches d'une urgence présente. S'il n'y a pas urgence présente, mes images souvenirs, elles sont assez dilatées. Par exemple, je suis en état de rêverie.
La rêverie, c'est un état d'image-souvenir très dilaté. Mais je suis en état de rêverie quand je suis dans une situation présente sans urgence. Au contraire, si la situation présente est urgente, les images souvenirs, là, sont épaisses et sont de plus en plus contractées. Bien. Comprenez ce premier schéma bergsonien. Où donc, il rajoute au plan des images mouvements il rajoute au plan des images mouvements cette dimension très insolite en lui donnant une figure conique, puisque ça va être l'ensemble des souvenirs en tant qu'ils s'actualisent au point S dans des images souvenirs qui viennent remplir l'écart qui définissait le point S. Voilà. Et c'est la célèbre métaphore du cône. Dès lors, qu'est-ce que c'est que le cerveau? Dès lors, tout va recevoir une double détermination. Qu'est-ce que c'est que le cerveau? Ben, ça dépend. Puisque j'ai ajouté une dimension à mon schéma du plan de matière. Du point de vue du plan de matière, le cerveau, c'est strictement l'écart entre une excitation subie et une action exécutée. Du point de vue du cône, le cerveau, c'est le procès d'actualisation du souvenir en image souvenir. Le processus d'actualisation du souvenir en image souvenir. Oh. Mais on n'a pas oublié que notre plan de la matière, il était tout à fait mobile. On n'a pas oublié cette mobilité. Et cette mobilité, nous pouvions la présenter comme ceci: plan de la matière, n', n seconde. Si bien que pour avoir, et à chaque fois, les images mouvements changent. Il faut rappeler, S', S seconde. Si bien que la vraie figure, mais déjà Bergson y renonce parce qu'il veut que ces schémas soient clairs. Mais nous, au contraire, il y a deux rôles du schéma. Rendre compréhensible ce qui est dit et être insuffisant, et être suffisant et rendre incompréhensible ce qu'on dit. Si on prend la seconde méthode, je dirais que ce cône ne cesse de déplacer son sommet à l'infini, suivant la succession des plans de matière. Compris? Il faudrait que ce soit pas trop clair, mais assez clair. Alors, vous voyez que là où Bergson, on ne sait pas encore pourquoi,
va faire triompher le spiritualisme. Il va pouvoir dire, mais moi, mes affaires, c'est pas une lutte entre le spiritualisme et le matérialisme. C'est pas ça. C'est que tout est matière, si je m'en tiens à MS, tout ça. Tout est esprit, si je m'en tiens au cône. Or, il y a un point commun, qui va être évidemment l'insertion de l'esprit dans la matière. L'insertion de l'esprit dans la matière, c'est ce qui appartient à la fois et au cône et au plan de matière, c'est le point S. Traduit en termes de matière, c'est le cerveau. Traduit en termes d'esprit, c'est la mémoire. Il n'y a qu'une chose que la matière ne peut pas expliquer selon Bergson. Ma question n'est pas est-ce qu'il a tort ou raison, mais surtout qu'on n'a pas dit pourquoi. Qu'une chose que la matière ne peut pas expliquer, c'est la mémoire. Ce qui vous prépare à l'idée que la mémoire, c'est la durée. Donc la durée, c'est la mémoire. Bon, voilà. Et là, il n'y en a plus que 3. D'accord? Bon. Vous me direz, alors là-dessus, il fallait bien procéder par ordre. Vous me direz certainement, mais enfin, pourquoi le cône ne serait-il pas un cône matériel? Ce serait une excroissance de la matière. On en a vu bien d'autres, déjà en flanquant des écarts dans la matière. Pourquoi on n'y mettrait pas des cônes dans la matière? Et voilà. Tout dépend de la réponse aux questions. Une image souvenir. D'où ça peut bien venir? Et en quoi ça peut bien consister? D'où ça peut bien venir, en quoi ça peut bien consister? Beaucoup de gens, et c'est généralement ce qu'on appelait les psychologues, considèrent qu'il n'y a pas tellement de problèmes et qu'on peut s'arranger, par exemple, en disant que les images souvenirs sont dans le cerveau. Ils ne disent pas ça aussi simplement, c'est beaucoup plus compliqué. Rappelez-vous que Bergson, lui, ça le fait rire, et il a le droit, puisque depuis le début, il nous a expliqué que le cerveau était une image. Or, la règle des images, c'est qu'une image ne contient pas d'autres images. Une image présente ce qui apparaît en elle. Voilà. Bien sûr, il y a parfois une image dans l'image. Mais ce n'est pas du tout une image qui serait comme dans une boîte. Il n'y a pas une boîte où il y a du souvenir. Enfin, je passe là-dessus. La question, c'est d'où ça vient une image souvenir? D'où le deuxième schéma, qui, à ma connaissance, est une des choses les plus brillantes, quoi. Un des aspects les plus brillants de tout le bergsonisme et les plus insolites. Car voilà ce qu'il dit. Il fait appel à nous, sous la forme, écoutez, réfléchissez un peu. Dans l'image souvenir, je reproduis, et je pourrais dire, l'image souvenir, c'est la reproduction d'un ancien présent. Je peux dire, l'image souvenir, c'est la reproduction d'un ancien présent dans un actuel présent. Ou, pour jouer mieux sur les mots, c'est la représentation de l'ancien présent dans l'actuel présent. Eh bien oui, et on vit là-dessus. Mais on se dit, après tout, ça suffit. Alors comment est-ce que l'ancien présent peut-il être représenté dans l'actuel?
Là, on va imaginer plein de choses. Mais notre tendance de départ, notamment si nous sommes psychologues, c'est toujours de penser le passé par rapport à l'actuel présent. C'est-à-dire, nous pensons le passé en fonction de l'actuel présent par rapport auquel il est passé. Tout passé est passé par rapport à un actuel présent. Tout passé est passé. Vous comprenez ça? Il faut bien comprendre. Je veux dire, je me rappelle ce que j'ai fait hier. Et bien, c'est la représentation d'un ancien présent par rapport à l'actuel présent. Je me représente ce que j'ai fait hier. Je pense donc mon passé en fonction du présent par rapport auquel il est passé. Et en effet, tout passé est passé par rapport à un actuel présent. Mais aussi, mais d'autre part, tout passé est passé d'un présent qu'il a été. Alors c'est bizarre, mais personne n'y avait pensé. Il y a des choses comme ça. Alors faire de la philosophie, c'est faire de ses découvertes, ça, comme ça. Un matin, vous vous dites, mais quand même, ça ne va pas, parce que les gens, ils pensent toujours au passé comme ça. Par rapport au présent, donc à l'actuel présent, non, c'est le passé. Mais enfin, le passé, il est aussi passé par rapport à l'ancien présent qu'il a été. Bon. Vous me direz, puis après, qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, ça va peut-être tout changer. Il y a un nouveau présent que j'appelle l'actuel présent. Mais enfin, qu'est-ce qui le rend possible? Je veux dire, pourquoi est-ce que le présent passe et ne cesse de passer? C'est une question, c'est ce qu'on appellera une question métaphysique. Les questions métaphysiques, elles sont très très concrètes. Ça consiste à demander des choses aussi simples, ça consiste à faire l'idiot, vraiment, mais pourquoi le présent passe? Alors si on me dit, c'est la définition même du présent, moi je réponds, ah non, 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 non. Je veux une réponse. Alors je retombe dans Kierkegaard. Je veux une réponse de première main. Je ne veux pas une réponse de seconde main. Je ne veux pas une réponse de généralité. Je ne vous laisserai pas tranquille tant que vous ne m'aurez pas dit pourquoi le présent passe. Alors vous pouvez donner toutes les réponses. Ça c'est la différence, si vous voulez, entre la psychologie et la métaphysique. En effet, la métaphysique, elle ne cherche pas des lois. Elle veut des raisons singulières. Si on me dit c'est la loi du présent, et puis si on me dit je définis le présent tel que c'est contenu dans son idée qu'il passe, je dis ah bah oui, mais ça ne me va pas, et puis j'attrape le type, là je ne le lâche pas. J'ai dit non, dis-moi pourquoi. Oui, je pense au très beau texte de Chestov sur Job et Dieu. Job, c'est celui qui a demandé une réponse de première main à Dieu.
Et il ne l'a pas lâché, Dieu. Il lui a dit, ah non, non, je ne te laisserai pas, tant que tu ne m'auras pas dit pourquoi. Pourquoi tu m'accables de malheur alors que je suis injuste? Je suis plus loin juste, alors que je suis un homme vertueux, etc. Tu me flanques la gale, l'épidémie, tu me fais perdre mes richesses, mes troupeaux, tout ça. Pourquoi? Alors il y a les dévots qui arrivent et qui disent, bah, la justice de Dieu, ou bien ce sont les lois. Bon, j'ai envie de dire rien du tout. Non. Il me faut une réponse de première main. Eh bien, faisons le même coup, nous voulons une réponse de première main à pourquoi le présent passe-t-il. Voilà. Est-ce qu'on peut répondre? Si on veut une réponse de première main, est-ce qu'on peut se contenter de la réponse suivante? C'est parce qu'un nouveau présent vient d'arriver. Ah non, non, ça évidemment non. Ça nous dit absolument rien. Si un nouveau présent vient d'arriver, ça consiste à nous dire à nouveau, le présent passe. Or nous voulons une raison pour laquelle il passe. Si on nous répond c'est parce qu'un nouveau présent vient d'arriver, bien plus, c'est si peu satisfaisant qu'il faudrait renverser la question. Et pourquoi qu'un nouveau présent a pu arriver? Un nouveau présent a pu arriver parce que l'ancien présent passe. Je réclame toujours ma raison de première main. Alors, si le présent passe, ça ne peut pas être par après. Si le présent passe, ça ne peut être qu'en même temps qu'il est présent. C'est des évidences, c'est des puérilités, c'est du jardin d'enfant, quoi. C'est-à-dire que c'est de la philosophie. Si le présent passe, ça ne peut être qu'en tant qu'il est présent, et en même temps qu'il est présent. Bon. Attention, alors. Il passe en même temps qu'il est présent. En d'autres termes, il se constitue comme passé en même temps qu'il apparaît comme présent. Vous n'aurez jamais fini, à mon avis, de méditer sur cette proposition à laquelle vous ne pouvez pas échapper, selon personne. Voilà la réponse de première main qui approche. On sent que ce n'est pas encore la réponse de première main. Il faut bien que le présent se constitue comme passé en même temps qu'il se donne comme présent. Il ne peut pas se constituer comme passé une fois qu'il est passé. Forcément. Il faut donc qu'il se constitue comme passé une fois qu'il est présent. En d'autres termes, nous n'avons pas le choix. Il faut qu'il y ait stricte contemporanéité entre un présent et le passé qu'il a été. Non, pardon. J'ai tout inversé, c'est juste le contraire. Il faut qu'il y ait stricte contemporanéité entre le passé et le présent qu'il a été. Il n'y a pas contemporanéité entre le passé et le présent par rapport auquel il est passé. Là, il y a distemporanéité. Entre le passé et le présent par rapport auquel il est passé, il y a différence de temps, puisque le passé n'était présent par rapport au présent qu'il a été
Non par rapport au présent, par rapport auquel il est passé, il a été que sous forme de l'ancien présent, qui lui était avant l'actuel présent. Mais si je pense le passé par rapport au présent qu'il a été, je dois dire, tous les deux sont strictement contemporains. C'est en même temps que le présent se donne comme présent et se constitue comme passé. En d'autres termes, il y a contemporanéité entre le passé et le présent qu'il a été. On était là-dessus. Il y a contemporanéité entre eux. C'est pas difficile, d'où second schéma splendide de l'exemple. La ligne est supposée droite. Voilà. Je peux parler d'un présent mobile sur cette ligne. Le présent qui passe. Je dirais qu'à chaque moment de ce présent, à chaque moment de ce présent, donc je peux le subdiviser à l'infini, à chaque moment de ce présent, vers l'avenir, une autre qui retombe dans le passé, ou qui tombe dans le passé. En d'autres termes, il n'existe que de présent que dédoublé. La nature du présent, c'est le dédoublement. Là, l'idée commence à devenir extrêmement intéressante et importante. Et à chaque instant, le présent se dédouble en présent qu'il est et passé qu'il a été. En d'autres termes, il y a un souvenir du présent. Il est déjà là. Il y a un souvenir du présent qui n'attend pas un nouveau présent pour être déjà là. Il y a coexistence radicale entre, encore une fois, le présent qui se présente et le passé qui a été ce présent. Vous me direz, mais si le présent est constamment redoublé, s'il est constamment dédoublé, comment ça se fait que nous ne le voyons pas? La réponse est très simple. À quoi ça nous servirait? Ne devient image souvenir que ce qui nous sert à quelque chose, on l'a vu, ce qui sert à orienter nos actions. Seul ce passé-là, seul ce souvenir-là devient image souvenir. Ça revient à dire qu'il n'y a d'image souvenir que par rapport à un nouveau présent. Mais le souvenir du présent lui-même, c'est-à-dire cette coexistence du passé avec le présent qu'il a été, ce dédoublement du présent, à quoi il nous servirait? Bien plus, il nous gênerait énormément.
toute la ligne de l'action entraîne à suivre ce chemin-là et à neutraliser, à refouler celui-ci. Sauf dans certains cas. Selon Bergson, et des cas que selon lui, toujours, on n'avait pas pu comprendre avant lui. Il fallait découvrir cette nature du redoublement du présent pour comprendre ces expériences qu'on trouvait bizarres, qui étaient connues dans la psychiatrie, dans la poésie, qui étaient connues partout, tout temps, à savoir ce qu'on appelait la paramnésie. La paramnésie, ou le sentiment du déjà vécu. La paramnésie ou le sentiment du déjà vécu. Et qu'est-ce que c'est le sentiment du déjà vécu ou la paramnésie? C'est l'expérience qui arrive parfois. D'avoir strictement déjà vécu une scène qui est en train de se faire, qui se présente. Et cette expérience est très particulière puisque ce n'est pas un sentiment de ressemblance. Ce n'est pas le sentiment d'avoir vécu quelque chose de semblable, qui ferait appel à une mémoire. C'est le sentiment de l'avoir vécu, mais dans chaque détail. D'autre part, très, très paradoxal, ce n'est pas un sentiment localisable, c'est-à-dire datable. On l'a vécu dans un passé quelconque, et non pas il y a une semaine, ou à la rigueur dans un passé cyclique. Bon, dans ces moindres détails. Aussi bien pour la psychiatrie que pour la psychologie, l'explication de la paramnésie a toujours été extrêmement complexe. Bergson, lui, ça devient extrêmement simple. Et il va de soi qu'il pensait à la paramnésie dès le début de sa conception du dédoublement du présent. Supposez qu'à la suite d'un raté de la vie, il y a une défaillance de la vie, de l'élan vital. L'élan vital, c'est donc ce qui nous entraîne sur la ligne d'action et ce qui nous fait refouler ce qui ne nous est pas utile. Ce qui nous est utile, c'est les souvenirs par rapport à des présents actuels. Mais le souvenir par rapport au présent qu'il a été, le passé par rapport au présent qu'il a été, ça ne nous est pas utile. Qu'est-ce qu'on a à en faire? Le présent est là. Ça suffit déjà si on nous en flanque deux. Donc on fout ça. Supposez qu'il y a un raté du mécanisme d'adaptation à la vie. Voilà que va se faire le paradoxe suivant. Puisque il y a contemporanéité, là je parle lentement pour que vous compreniez, que vous suiviez bien. Une fois dit qu'il y a contemporanéité ou dédoublement, du passé et du présent qu'il a été, supposez certains cas où, au lieu de percevoir mon présent, je perçoive le passé qui l'est déjà, puisqu'il y a contemporanéité du passé et du présent. Voilà que je me mets non pas à percevoir la scène comme présente, mais je me mets à la percevoir comme passé. C'est-à-dire, je perçois au lieu de percevoir ici, je perçois là. Je perçois l'actuel présent comme passé.
pas par rapport à un nouveau présent. Je perçois l'actuel présent comme passé en soi. Et alors dans ces expériences-là, je vis en effet perpétuellement le dédoublement du présent et du passé en deux instances, dédoublement perpétuel en deux instances, dédoublement du présent en deux instances, dont l'une est constituée par le présent qui passe et dont l'autre est constituée par un passé qui fait passer tous les présents. D'où à la lettre, le présent tombe dans le passé. Or, si je perçois le moment, c'est au moment où il est présent qu'il tombe dans le passé. Si je perçois le moment où il tombe dans le passé, l'aspect sous lequel il tombe dans le passé, je perçois évidemment l'actuel présent comme passé. Voilà, je dirais de tout présent. Alors, ce serait la seconde figure qui n'apparaît pas chez personne, mais je la fais pour mon plaisir. Voilà. Il faudrait que ce soit bien égal, hein, les deux. Tout simple, c'est tout. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est le présent qui est. Ça, c'est le passé contemporain. La même chose en tant que présent actuellement est comme déjà passé. Le dédoublement du présent, comprenez où je voulais en venir. Dédoublement du présent, si c'est vrai cette histoire-là, c'est très curieux. Si le présent se dédouble à chaque instant, j'appellerais ce dédoublement, là pour mon compte, c'est plus pour mes projets à moi, ce qu'on aurait, si l'année avait été plus longue qu'on aurait entamé, eh ben on aurait appelé ça, là, je me serais servi d'un mot que Félix Guattari aime beaucoup, mais qu'il emploie, je crois, un peu dans une autre occasion. Je dirais ça, c'est exactement ce que Guattari appelle un cristal de temps. Un cristal de temps. C'est-à-dire lorsque un présent saisit en soi le passé qu'il a été. Cette espèce de redoublement du temps dans le dédoublement du présent va constituer un cristal de temps. Il y aura plein de petits cristaux de temps comme ça. Et alors Guattari, il a tout à fait raison de dire ben, les cristaux de temps, c'est finalement des ritournelles, des petites chansons. Oui. C'est ces opérations perpétuelles par lesquelles un présent se dédouble. Et alors, en effet, qu'est-ce qui se passe lorsque j'appréhende dans un cristal de temps ce dédoublement du présent? Ce qui se passe, c'est que je me vis comme à la lettre, comme spectateur de moi-même. D'une part, je suis agi et d'autre part, je me regarde agir. Vous voyez comme nous sommes loin de la formule courante de « j'agis », qui était celle du plan de matière avec S. J'agis, c'est-à-dire je réagis en ayant le choix à des excitations que je reçois. Là, il ne s'agit plus de ça avec le souvenir du présent, ou avec le passé contemporain du présent qu'il a été, il ne s'agit plus d'agir.
Il s'agit d'être dans la situation du dédoublement qui correspond à ce dédoublement du présent, c'est-à-dire à la fois je suis agi et je me regarde agir. Et c'est exactement la fonction du cristal de temps. Comme quand je mets mon œil là, qu'est-ce qu'il y a dans le cristal? Ce qu'il y a dans le cristal, c'est la même chose qu'au dehors, c'est la même chose. Mais hors du cristal, c'est le présent, dans le cristal, c'est le passé lui-même. Et alors, c'est plus une image souvenir, c'est vraiment ce qu'il faudra appeler un souvenir pur. Un souvenir pur, un souvenir du présent comme tel, ou bien ça peut remonter à très loin, on ne s'en tient pas à un souvenir du présent comme tel, c'est pas simplement un souvenir du présent comme tel, ça peut remonter à très loin. Du moment que ça obéit toujours à la règle suivante, ce sera un passé qui ne sera pas saisi par rapport au présent en fonction duquel il est passé, mais qui sera saisi par rapport au présent qu'il a été. C'est ça la formule cristalline. C'est bizarre. C'est pour ça que je dirais, ben oui, si on faisait nos trucs de cinéma, je dirais, ben oui, il y a des images cristalles au cinéma. Et là, pour ceux qui voient, je pense les images, je sais pas, oui, je crois que j'en avais parlé l'année dernière, Ophuls, c'est des purs cristaux de temps qu'il fait. Ah, les choses sont toujours saisies d'ailleurs. Dans de véritables cristaux, les images sont saisies dans des cristaux. D'une autre manière, parce qu'ils ne conçoivent pas, il faudrait voir tous les styles de cristal. Le cristal, c'est une chose si belle. Je l'ai. Qu'est-ce que je voulais dire Fellini, c'est ça. Fellini aussi, il a constitué les plus belles images cristal. Non pas plus belles que celles d'Ophuls, mais c'est d'autres cristaux. C'est pas les mêmes cristaux. Bon. Je me dis tout d'un coup, il aurait fallu que je sois en meilleure forme. Parce que ça me paraît, je sais pas, vous comprenez quelque chose ou pas? Oui, ça va? Ça va? Bon. Alors, bon, vous comprenez que si ça va, vous avez là ce que je pourrais appeler notre première figure directe du temps. J'ai une image temps directe. C'est le dédoublement du passé, du présent. C'est-à-dire la coexistence du passé avec le présent qu'il a été, ou la saisie du passé dans le cristal. Un peu, c'est la boule de cristal, ce que vous voyez dans une boule de cristal. Si vous y mettez un peu de bonne volonté. Ce que vous êtes censé voir quand vous allez consulter votre voyante. Non, c'est elle qui voit, quoi. C'est une fonction de voyance. Bon, et puis après, d'accord, c'est une fonction de voyance. Mais alors, encore un effort. Et à ce moment-là, ça va m'être difficile de m'arrêter, je disais. C'est pas seulement la coïncidence du présent actuel et du passé qu'il est déjà. Dans le cristal, on peut remonter, à condition qu'on saisisse toujours le passé, non pas encore une fois par rapport au présent en fonction duquel il est passé, c'est-à-dire l'actuel présent, mais en fonction du présent qu'il a été. Bon.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, si je reprends un nouveau cas, on va périr. Hein. C'est chaud, hein? On n'en peut plus. C'est curieux, hein, parce que ça doit être lié, parce que comme moi ça va pas, plus que ça devient invivable, mieux je me sens. Mais alors les bien portants, là, vous allez tous tomber comme des mouches. Ça va être épatant, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Alors on ne peut pas ouvrir les fenêtres, sinon c'est moi qui tombe. Qu'est-ce que je voulais dire? Ben oui. Voilà. Je dis exprès que mon schéma il ne va pas coïncider tout à fait, il ressemble à un schéma donné par Bergson. Pour des raisons uniquement de simplification, c'est pas que je me permette de corriger Bergson. La chaleur, je ne le suis pas exactement, mais ceux qui compareront rectifieront d'eux-mêmes et comprendront pourquoi. Qu'est-ce que cela? Je dirais, ben, à la limite, c'est mon cristal de temps. Voilà. C'est le présent. Le passé qui coexiste avec lui. C'est-à-dire, c'est le passé qui coexiste avec le présent qu'il a été. Il y a dédoublement ou redoublement. Voilà. Alors, prenez notre scène, là. Notre scène. Vous êtes là, dans cet état de malaise, moi vaincu par la maladie, unis dans un même courage, nous sommes là. Bon. C'est, mettons, la ligne P. Ce que nous voyons, c'est ça. Cet actuel présent. Ce que nous avons tout intérêt à nous cacher, c'est que, enfin tout intérêt, c'est que ce présent est déjà passé. Que ce présent est tellement déjà passé qu'il coexiste avec le passé qui a été ce présent. Et là, il y a redoublement. Et c'est au plus près de la scène. Parce que nous sommes unis dans une même attention et dans un extrême effort qui ne laisse aucune pensée étrangère de vous traverser. L'un de vous a une seconde d'inattention. Ça lui rappelle quelque chose. Je dis pas, c'est pas une paramnésie, ça lui rappelle quelque chose, un souvenir, il a un souvenir qui le traverse. Une fois où il avait été aussi mal. Ou bien même, bon, quelqu'un tout d'un coup se dresse, alors anecdote à la Kierkegaard, bat des bras, s'écroule, s'évanouit, et dit c'est insupportable. Ça le rappelle, parce que ça lui rappelle un souvenir extrêmement douloureux, à savoir une salle d'un commissariat de police où il fut enfermé avec 50 autres personnes et tout le monde étouffé. Voilà. C'est cela que j'ai tracé.
même ou un autre. Là, je m'épuise en cherchant des exemples convaincants. C'est pas la peine, hein. On pourrait avoir. Je pourrais dire que ces circuits sont plus ou moins larges. Là, j'ai coïncidé, j'ai décollé de la stricte réduplication du présent et du passé, non du passé et du présent qui a été. Vous voyez, pourtant, je reste dans la perspective. Qu'est-ce que je fais? Je suis en train de développer le cristal. Et à chaque fois, je peux avoir un circuit dont le présent qui passe fait partie. Et chaque fois que je pense à ceci ou à cela, par exemple, on dirait un commissariat de police. On dirait une salle d'hôpital. On dirait, quand je me suis embarqué comme émigrant pour l'Amérique. Bon. Et ben voilà. À chaque fois. C'est là que je simplifie. C'est pas simplement des métaphores ou des comparaisons. C'est un aspect de la réalité de plus en plus profond qui m'est dévoilé. Des circuits de pensée qui pénètrent de plus en plus dans le temps, en même temps que des aspects de plus en plus profonds de la réalité nous sont découverts. Vous voyez, là, je suis sorti du simple cristal de temps. C'est le développement du cristal. Le cristal de temps me donnait pour la première fois une image directe du temps, sous la forme du dédoublement du présent. Là, j'ai pour la première fois une figure directe de la pensée, sous la forme de la complémentarité. Des niveaux de pensée, j'appelle niveau 1, 2, 3, 4, car je ne pourrais pas réunir. À chaque fois, comme dit Bergson, et il le dit merveilleusement, je suis forcé de faire un nouveau circuit. Et la bêtise, ce serait de croire que c'est des métaphores. Ce ne sont pas des métaphores. Chaque fois, un aspect de la réalité de plus en plus profond va surgir. Bon. Alors j'essaie de dire, bon, si, à condition, mais comme c'est un cours de conclusion, évidemment, ça a l'air d'être des applications, mais je vous en supplie, ne croyez pas que c'est des applications. Si j'essaie de dire, quant au cinéma, autant dans les deux premiers cas, vraiment des images, des cristaux de temps, alors c'est... Vous voulez que je vous cite un exemple qui m'a frappé, moi, qui m'a paru mais une chose admirable, admirable, parce qu'on l'a donné à la télé il n'y a pas longtemps dans comment ça s'appelle, Amarcord. Il y a une image qui me paraît sublime. C'est les petits gars, les lycéens. Il y a le grand hôtel qui vient de fermer, c'est l'hiver, hein, l'hiver qui revient. Les lycéens, ils arrivent, très mélancoliques, la saison est finie, c'est la fin des vacances. Dans mon souvenir, il y a la neige, mais on oublie tellement vite, j'ai déjà oublié, il y a la neige qui commence à tomber. Et puis, ils sont là, dans cette atmosphère cotonneuse, hein, et puis chacun, ils sont absolument isolés les uns des autres. Il y en a 5 ou 6, absolument isolés, hein, à des distances, alors que Fellini a dû calculer ça. On voit ce que c'est qu'un grand cinéaste. Il a dû calculer il a dû faire les marques pour qu'il ne soit pas trop près, pas trop loin. Et à la lettre, chacun mène sa propre affaire.
Il y en a un petit gros, le préféré de tout le monde, le pitre qui fait semblant, qui se courbe et qui fait semblant de jouer du violon en dansant sur place, dans mon souvenir. Il y a le grand dadais aux yeux cernés, qui lui marche, et c'est un pas de danseur timide, il n'ose pas danser, alors il marche, mais c'est une espèce de pas rythmique, tout droit, comme ça, avec son cache-colle. Et il marche en horizontal, tandis que l'autre fait ses tournants. Il y en a un troisième qui fait je ne sais plus quoi, il doit être 5. Et c'est d'une telle science, une telle, il ne suffit pas de le dire pour le faire, savoir que ces personnages sont absolument isolés, qu'en même temps ils composent un groupe où ils sont inséparables, cette espèce d'identité de l'inséparabilité et de la séparation. C'est un truc fantastique. Et là, c'est tellement l'identité du présent avec son propre passé, c'est tellement ce que j'appelle une image cristal, ou un passé, puisque c'est, supposons, l'enfance de Fellini. Un passé, c'est tout le temps ça que fait Fellini. Saisir un passé, non pas en fonction, non pas simplement en fonction du présent par rapport auquel il est passé, mais en fonction du présent qu'il a été. Donc il ne nous donne pas l'ancien présent, il nous donne, mais il ne nous donne pas non plus le souvenir par rapport à un nouveau présent. Ce que j'appelle un cristal de temps, c'est qu'il nous donne le passé par rapport au présent que ce passé a été. Vous comprenez? D'où l'étrange vie, comme si on voyait la chose à travers une boule de cristal. Oui, ah ben là c'est beaucoup plus clair, je ne vais pas dire mieux de toute façon, alors il faut bien s'entendre. Alors là, je dirais, ben, il y a certaines images de Rossellini, qui sont typiquement là, ce schéma. Et même je crois que Rossellini est celui qui a eu le plus de sens de ça. Que à chaque fois, et c'est en sens qu'il atteint réellement à des images pensées directes. C'est pas seulement les cristaux de temps, c'est pas que les cristaux de temps soient insuffisants. Les cristaux de temps, c'est toute une... Encore une fois, moi, les chefs-d'œuvre, oui, c'est bien Ophuls qui fait tout en cristaux de temps. Et Fellini, et pourtant, ils ne se ressemblent pas les deux. Mais ils ont quelque, je sais pas, ils ont un but, je sais pas. Et puis, mais chez Rossellini, qu'est-ce qui se passe? Constamment une pensée mise en demeure, de constituer de nouveaux circuits en fonction de nouveaux aspects de la réalité à découvrir. Alors, je dirais, voilà, j'en vois bien, un cas typique Fellini. Je crois que c'est Europe 51. La bourgeoise italienne, l'usine. C'est le présent. Et tout d'un coup, la révélation, la voyance. Vous allez voir, à première vue, on dirait c'est comme dans une boule de cristal, mais non. Il ne suffit pas de le dire, à supposer qu'elle le sent, et elle le sent, la bourgeoise italienne d'Europe 51. Non, c'est peut-être pendant aussi, c'est peut-être. Elle dit tout d'un coup, j'ai cru voir des condamnés. J'ai cru voir des condamnés. Elle voit les ouvriers qui entrent à l'usine, j'ai cru voir des condamnés. Perception de l'usine. Autre circuit. Elle ne pouvait pas le mettre là-dedans, elle ne pouvait pas mettre un petit bout. J'ai cru voir des condamnés, ça change tout. C'est un autre circuit de pensée. Du coup, un aspect plus profond de la réalité. Oui, les usines sont des prisons.
Oui, les usines sont des prisons. Et pas par métaphore, je ne dirais pas. Les usines sont comme des prisons. Je dirais, elles ne sont peut-être pas des prisons. C'est pas des prisons, d'accord. Mais d'une autre manière, ce sont des prisons. Et oui, ce sont des prisons. Bien, alors on pourrait concevoir un troisième aspect. Et c'est ce qui se passera, et c'est tellement une technique, ça, Rossellini, que c'est ce qui se passe dans l'admirable Stromboli. Et dans l'admirable Stromboli, tous les circuits de pensée de l'héroïne vont correspondre à des aspects de plus en plus profonds de la réalité de l'île, de la réalité insoutenable, insupportable de l'île. Depuis la pêche au thon et la mort du thon, lorsque, à quoi correspond, comme circuit de pensée, la réaction d'horreur. Non, ne me le faites pas toucher. Et ça se passe au bas de l'île. Et plus on monte, ça finira dans l'explosion volcanique et dans le grand cri de l'héroïne. Mon Dieu, c'est trop beau, je suis fini. C'est trop beau, je suis fini. Quelque chose d'insupportable. Circuit plus extrême de la pensée, avant que tout craque, auquel correspond la révélation, cette fois-ci, de toute l'île vue d'en haut, avec le feu du volcan, l'île toute noire sur la mer Noire. Et là, vous avez exactement, semble, ce système. Alors, cette fois-ci, il faudrait parler de circuit de la pensée et non plus de cristaux de temps. Et dans les circuits de la pensée, ce qui correspond, le corrélat de chaque circuit de la pensée, c'est un aspect de réalité. Si bien qu'on a presque fini, joie. Revenons au cône et essayons de traduire. Vous voyez, ça s'est très bien passé finalement. Ça s'est très bien passé, ma figure 1 du dédoublement du cristal est passée dans la figure 2 du circuit. Et maintenant, il reste à faire passer la figure 2 du circuit dans une dernière figure, figure 3. Évidemment, celle du cône. Si je prends mes lignes, 1, 2, 3, 4. Comment les retrouver sur le cône? Faire autant de sections qui ne seront pas des sections d'images souvenirs, qui seront des sections régions du passé ou de la pensée. Région du passé ou de la pensée. Et là j'aurai dans chaque région, personne, là, pour des raisons que je n'ai pas eu le temps de dire, n'aura pas de peine à montrer qu'il y a de toute manière toute la pensée et tout le passé. C'est donc pas des images, c'est donc pas des images souvenirs, c'est pas de la psychologie. Ce sont des régions d'être. Ce sont des régions d'être et de pensée. Vous voyez pourquoi ça enchaîne. Là, j'avais les aspects les plus profonds, de plus en plus profonds de la réalité. Là, les circuits les plus profonds de pensée. Et bien, chacune de ces groupes, c'est une région de pensée-être, d'être-pensée.
suivant la région sur laquelle vous vous installez, comme il dit. Tel ou tel aspect prédomine. Là, il emploie de drôles de mots, je n'ai pas le temps de citer les textes. Tel ou tel aspect prédomine. Alors disons, il y a une infinité de coupes puisqu'elles ne préexistent pas. Il faut les fabriquer. Chaque fois, vous les fabriquez dans le cône. Tout ça, c'est très mouvant, il faut mettre tout ça en mouvement. Tout comme les circuits, là, ils ne préexistent pas. Il fallait attendre la bourgeoise de Rossellini pour que ces circuits-là se découvrent. Il fallait attendre l'héroïne de Stromboli, etc. Alors, bon, ça, et bien là, supposons que j'ai un circuit où ce qui domine, c'est usine. Je prends un exemple idiot, puisqu'en fait, il s'agit pas, je prends un détail. C'est-à-dire, je dirais, le monde comme travail. Là, un circuit où ce qui domine, c'est prison. Là, un circuit où ce qui domine, c'est cataclysme. Bergson ira jusqu'à dire, à chaque région de la coupe, il y a des points brillants. C'est ce que nous, on appellerait des singularités. Bon. Et là, penser, ça veut dire quoi? Penser, ça veut dire à la fois tracer dans l'être et la pensée. Encore une fois, chaque section correspond aussi bien à un aspect de l'être que un circuit de pensée. Quand vous pensez, que signifie penser? Pour personne, c'est tout ça. C'est s'installer dans une de ces régions. Seulement, voilà, vous avez toujours le risque de vous tromper. Vous avez toujours le risque, c'est toujours un risque. Vous partez du point S, qui est l'insertion dans l'image matière. Il faut que vous fassiez un saut quand vous pensez. Vous ne savez pas ce que vous avez pensé, vous ne savez pas ce que vous cherchez. Pensez, et là, c'est Bergson emploi. S'installer d'emblée. Ça ressemble assez à ce que d'autres s'appelleraient sauter. S'installer d'emblée dans la région. Dans la région quoi? Ben, dans la région qui contient, je ne dirais même pas la réponse que je cherche, mais qui contient déjà la question que je ne sais même pas formuler. Et je pense qu'en dès que pour moi, je sens que quelque chose ne va pas, ou dans le monde ou en moi, et je fais le saut, c'est-à-dire que je m'installe d'emblée dans une région qui est censée me révéler quoi? À la fois un aspect de l'être qui m'était caché et un circuit de pensée que je n'avais pas encore. Pour cela, il faut que je saute dans une région. Et je risque toujours ou bien rater mon saut, ou bien m'installer dans une mauvaise région. Si je m'installe dans une mauvaise région, je pourrais penser tout ce que je veux et longtemps. Ce que je penserais n'aura strictement aucun intérêt. Ça ne comprendra ni la question, ni la réponse à la question. Alors, cet art de penser est une chose très... Comprenez que dans le cône présenté ainsi dans sa forme totale, le point d'insertion dans le plan de la matière, j'ai donné la suite de la figure 2, exactement comme la figure 2 donnait la suite de la figure 1, c'est-à-dire des cristaux de temps. C'est-à-dire mes figures directes de la pensée, ou mes images directes, mes images pensées directes, mes images temps directes, sur lesquelles j'aurais voulu travailler en fin de cette année, ça aurait été les cristaux de temps, les circuits de la pensée, et comment dire,
les régions noétiques ontologiques, c'est-à-dire les régions d'être et de pensée, qui expliquent et qui devraient expliquer ce qui restait encore un problème en deux, c'est-à-dire cette complémentarité entre les circuits de pensée de plus en plus vastes et les aspects de réalité de plus en plus profonds. Dieu, Dieu, c'est trop beau, je suis fixe. Voilà, et bien ça y est. Et bien très bonnes vacances.